Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de la CGT. Et aujourd'hui nous allons poursuivre du coup en parlant de la période 1902-1914. 1902, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est le moment où la CGT a pris sa structure actuelle et son fonctionnement actuel. Même si il va y avoir des évolutions, mais dans l'ensemble, la structuration de la CGT autour des fédérations et des unions départementales a pris forme. 1914, c'est une autre date de rupture assez évidente, la Première Guerre mondiale, qui va avoir des conséquences pour la CGT avec un changement de stratégie et des conséquences sur la scission qui aura lieu après. Du coup, il est intéressant de voir cette avant-Première Guerre mondiale, comment ça se déroule pour la CGT. C'est une période où il y a plusieurs moments importants. Déjà, en 1904, le congrès de Bourges qui est important pour définir le programme et la stratégie de la CGT. Les congrès précédents avaient surtout défini la question du fonctionnement de la CGT. Maintenant, il est temps de définir de manière plus précise quel programme et quelle stratégie pour y arriver. Alors, des bases avaient déjà été posées, la CGT avait déjà une orientation générale, et plusieurs idées étaient déjà fortement présentes, notamment la question des 8 heures, une revendication historique du mouvement ouvrier. Mais, lors du congrès de Bourges de 1904, cette revendication est officiellement la revendication de la CGT, avec comme moyen d'action la grève générale et notamment également le refus de faire plus de 8 heures de travail par jour. C'est-à-dire qu'on demande aux ouvriers du coup de faire leurs 8 heures et puis après ils partent, quel que soit le temps de travail demandé par l'entreprise. Il est prévu de mettre en place cela à partir de 1906, du 1er mai 1906, donc c'est préparé en avance. Et en plus, là, en 1906, il va y avoir la catastrophe de Courrières qui va quand même beaucoup contribuer également à ce que ce soit une forte agitation sociale, puisque on a les mineurs et le monde ouvrier en général qui se sentent endeuillés et en colère suite à cette catastrophe. Pour rappel, donc c'est une catastrophe minière qui fait 1099 morts, et la compagnie minière a arrêté les opérations de secours plus tôt que prévu, et enfin le plus tôt possible, afin de pouvoir reprendre l'exploitation. Et elle a également arrêté l'aération pour éteindre le feu, alors qu'il restait des mineurs au fond. Et donc plusieurs mineurs sont probablement morts du fait de ces choix de la compagnie minière qui a privilégié les économies et la reprise du travail à la vie humaine. Donc évidemment, ça a choqué et ça a contribué à faire de l'année 1906 une année de forts mouvements sociaux. Et donc là, cette grève en 1906 est la première grève nationale lancée par la CGT. Et si elle n'a pas réussi à obtenir satisfaction au niveau de ses revendications, notamment sur les 8 heures, elle a permis de populariser cette revendication auprès des masses ouvrières. L'année 1906 est également très importante avec un autre élément, le congrès d'Amiens qui va donner naissance à la charte d'Amiens, charte fondatrice du mouvement syndical et qui est aujourd'hui souvent revendiquée par de nombreuses organisations syndicales, évidemment la CGT, mais également bien d'autres. C'est un peu un totem auquel le syndicalisme est en France quasiment obligé de faire référence. Et ce, parfois, du coup, pour justifier des positions contraires. Par exemple, pendant la période de scission de la CGT, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo plus en détail, mais aussi bien la CGT que la CGTU se revendiquaient de la charte d'Amiens. La CGT au nom de l'indépendance des syndicats vis-à-vis du parti politique, la CGTU au nom de l'aspect révolutionnaire. Et ça sera de même entre la CGT et les forces ouvrières par la suite. Mais du coup, cette charte d'Amiens, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle déclare? Elle donne au syndicalisme, du coup, quelques-uns de ses traits spécifiques, notamment la lutte des classes, qui doit être la base du syndicalisme. C'est un syndicalisme de classe, ouvrier contre patron, avec à la fois donc l'objectif de renverser le capitalisme et de mettre fin à cette société de classe, et de l'autre, la lutte quotidienne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers. Donc avec deux objectifs. L'objectif de court terme, l'amélioration concrète et immédiate des conditions de vie et de travail, et l'objectif de long terme, l'abolition du capitalisme, qui donc c'est cette articulation entre ces deux objectifs qui reste officiellement une base du but de la CGT. Et l'autre point important mis en avant par la charte d'Amiens, du coup, c'est l'indépendance vis-à-vis des organisations politiques. C'est l'aspect qui revient le plus souvent, que maintenant, c'est surtout à ce point-là qu'on fait référence, lorsqu'on fait référence à la charte d'Amiens, lorsque des syndicalistes, des syndicats invoquent la charte d'Amiens, c'est souvent pour défendre leur indépendance vis-à-vis des mouvements politiques, plus que défendre l'aspect révolutionnaire. Mais les deux étaient équivalents au moment de la promulgation de la charte d'Amiens. Au niveau des organisations qui font encore référence aujourd'hui à la charte d'Amiens, donc on a cité la CGT et ses scissions, la FO, donc la CGT et CGTU, mais également la CNT en tant qu'organisation anarchiste. Il faut rappeler qu'à l'époque, la CGT était encore majoritairement dominée par les courants anarchistes et qu'ils ont beaucoup défendu la charte d'Amiens, à la fois l'aspect révolutionnaire et l'aspect indépendance vis-à-vis des organisations politiques. Ça, c'était clairement les credos des anarchistes, et donc techniquement,
la CNT est sûrement celle qui est la plus proche de ce qu'était la charte d'Amiens à cette époque, plus que même la CGT aujourd'hui. Voilà, ça va peut-être pas forcément plaire aux gens de la CGT, mais à l'esprit d'origine de la charte d'Amiens, la CNT, on est peut-être plus proche. Et puis, oui, plusieurs de fondateurs de la CNT venaient de la CGT, hein, notamment ceux qui avaient créé la CGT-SR, CGT Socialiste Révolutionnaire, qui est donc le courant anarchiste issu de la CGT au moment des scissions, du coup CGT, CGTU, CGT-SR. Ça, on en parlera pareil plus en détail au moment où on parlera des scissions de la CGT. L'UNSA également, qui avait d'anciens de la CGT parmi ses fondateurs. La FSU, qui est issue de la FEN, qui est elle-même issue de la CGT. Donc il est logique que ces organisations fassent référence à cette charte fondatrice pour la CGT. Mais on a également des organisations syndicales qui n'ont pas de lien direct avec la CGT, qui n'en sont pas issues, qui font référence à la charte d'Amiens plus ou moins directement. Par exemple, l'UNEF dans le syndicalisme étudiant, qui se revendique de la charte d'Amiens alors qu'elle n'a pas de lien historiquement avec la CGT. Elle n'est pas issue de la CGT. On peut également citer la CFDT et la CFTC, deux organisations syndicales qui se sont fondées à part de la CGT. Hein. La CFTC est quand même un syndicat historiquement concurrent de la CGT, issu du syndicalisme chrétien, qui était un autre grand courant du syndicalisme qui existait à côté de la CGT, qui, sans se revendiquer de la charte d'Amiens, annonce se reconnaître dans son esprit. Alors que la charte d'Amiens est quand même clairement révolutionnaire et anticapitaliste, donc bon, que la CFDT, même si sous Laurent Berger, il y a eu une légère radicalisation, clairement, on est très loin de cet esprit de la charte d'Amiens sur l'aspect révolutionnaire. Par contre, ces deux organisations revendiquent l'aspect indépendance vis-à-vis des partis politiques. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le principal élément que l'on retient de la charte d'Amiens. Cette charte a donc aujourd'hui une place de symbole pour le mouvement syndical français, mais sans que cela soit forcément en lien vraiment avec son contenu et son esprit d'origine. Mais c'est plus du coup un totem qui est invoqué, plus qu'une véritable fidélité à son esprit d'origine, même si ces différents syndicats peuvent reprendre partiellement certains éléments de cette charte, plus ou moins en totalité ou pas. Pour ce qui est du coup de ces éléments-là, ces deux éléments de la charte d'Amiens, il faut voir que c'est des éléments qui étaient déjà présents et revendiqués avant. Alors, dès 1895, la CGT se revendiquait indépendante des mouvements politiques et révolutionnaires. Cependant, la situation évolue au sein de la CGT. Déjà, on a des courants réformistes qui prennent en importance. Il s'agissait donc de réaffirmer cet aspect révolutionnaire malgré cette percée des réformistes. Quant à l'indépendance vis-à-vis des mouvements politiques, il fallait la réaffirmer dans un changement de contexte politique, notamment dans le mouvement socialiste, qui depuis 1905 a été uni au sein de la SFIO. Et donc avant, on pouvait se dire que la CGT était socialiste, mais ne voulait pas prendre position dans la querelle entre les différents mouvements socialistes. Mais maintenant qu'ils étaient unifiés, on aurait pu se dire que la CGT pouvait soutenir ce mouvement d'union des socialistes au sein de la SFIO. Comme c'est le cas dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, où le syndicalisme était très lié au SPD, ou même en Angleterre, où ils étaient très liés au Parti travailliste. Là, il s'agit de réaffirmer que non, même si les socialistes sont unis, la CGT est indépendante et que ce n'est pas un syndicat affilié aux socialistes, mais qui dépasse ce cadre-là. Cette différence avec les autres pays s'explique notamment du coup par l'influence anarchiste qui est plus forte au sein de la CGT qu'elle l'était dans d'autres organisations syndicales à l'étranger, mais également par des aspects historiques. En France, le mouvement ouvrier a subi plusieurs fois une violente répression. Notamment, il y a eu le Fourmi, où du coup, en 1891, où plusieurs ouvriers ont été tués. Il y a eu la violente répression de la Semaine sanglante, qui a aussi écrasé le mouvement socialiste. Et la Semaine sanglante, il faut le rappeler que c'est le pire massacre de civils de l'histoire européenne au cours du 19e siècle. Donc ça a choqué le mouvement ouvrier. Il y a eu également les répressions en 1831, en 1848, etc. Bref, il y a une forte histoire conflictuelle entre le mouvement ouvrier et l'État français avec de fortes répressions, qui rend l'idée du réformisme et de négocier avec l'État assez impopulaire. De même, le patronat français s'est montré assez peu conciliant et assez peu ouvert à la discussion historiquement, ce qui là aussi n'a pas facilité les positions des réformistes et a renforcé celles des révolutionnaires, qui du coup ont pu influencer plus fortement la CGT que dans d'autres pays, là où les États ou le patronat s'étaient montrés plus ouverts à discuter et à lâcher du lest auprès des syndicats. L'indépendance prônée par la charte d'Amiens se passe aussi sur le plan philosophique et religieux, c'est-à-dire que tout en reconnaissant aux membres du syndicat le droit d'avoir des opinions philosophiques et religieuses. C'est-à-dire que la CGT n'a pas à prendre position dans les querelles politiques ni sur les questions religieuses, elle n'a pas à dire qu'est-ce qu'il faut croire ou pas, mais ses membres ont tout à fait le droit d'avoir leurs croyances, d'avoir leur engagement politique à côté, tant qu'ils ne le pratiquent pas
en interne de la CGT et tant qu'ils ne font pas du prosélytisme dans l'organisation syndicale. La charte d'Amiens affirme également que le syndicat est la base d'organisation de la nouvelle société, une société non capitaliste sans patron, où la vie économique serait gérée par le syndicat qui doit réunir l'ensemble des travailleurs dans cet idéal. Le congrès d'Amiens décide également de rompre avec la Fédération syndicale internationale, où on avait aussi donc des syndicats plutôt réformistes, les Allemands, Britanniques notamment. Donc là aussi, c'est dans cette optique d'affirmer l'aspect révolutionnaire de la CGT, cette particularité historique du syndicalisme français vis-à-vis du syndicalisme européen. Après, il faut voir qu'à ce moment-là, si certes les anarchistes sont très influents, c'est un peu accentué par le système de représentation alors appliqué au sein de la CGT, puisqu'à l'époque, on est à un syndicat égale une voix, une fédération syndicale égale une voix. Or, les anarchistes sont assez influents dans les syndicats de métiers, plutôt artisanaux, voilà, des métiers qualifiés où ils ont une forte influence, mais qui numériquement ne rassemblent pas forcément des effectifs très importants. Là où dans les grandes usines, là où il y a de grandes masses de travailleurs, la métallurgie par exemple, ben, les courants réformistes, ils sont plus influents. Et numériquement, ils sont nombreux. Même si le taux de syndicalisation y est plus faible, en nombre, ça fait plus de monde par fédération syndicale, mais avec le même nombre de voix du fait de ce système-là. Et ce déséquilibre va augmenter progressivement puisque le taux de syndicalisation dans la grande industrie progresse, qui va quand même progressivement marginaliser les courants anarchistes au sein de la CGT. Cependant, malgré cette marginalisation et que les anarchistes vont ensuite quitter la CGT du coup au moment des scissions avec la CGT-SR, l'influence de la ligne révolutionnaire va rester au sein de la CGT. La charte d'Amiens restera une référence qui va quand même nourrir cette ligne révolutionnaire. Et cette particularité du syndicalisme français va se perpétuer malgré des infléchissements de la position de la CGT au fil du temps et qui commence déjà à se faire sentir durant cette période-là, la période que nous étudions actuellement. Cela va aussi se faire sentir lorsqu'en 1908, le syndicat des mineurs décide d'intégrer la CGT, syndicat des mineurs qui était aussi plutôt sur une ligne réformiste et à vouloir discuter avec les socialistes, puisque dans les grands bassins miniers du Nord, plusieurs mineurs ont pu être élus. Il y a eu des députés mineurs qui du coup prônaient une ligne plus réformiste des discussions avec les organisations politiques. Donc l'adhésion du syndicat des mineurs en 1908 à la CGT vient renforcer aussi les réformistes au sein du syndicat. Et dans le même temps, la CGT va également commencer à travailler avec la SFIO, notamment dans au début des années 1910, dans l'opposition à la guerre. Les deux organisations sont pacifiques, défendent le fait que les ouvriers, les travailleurs n'ont pas de patrie, ne doivent pas donc participer à une guerre bourgeoise, et donc doivent lutter contre la guerre, quitte notamment à faire une grève générale internationale en cas de déclenchement de conflit. Donc il y aura des meetings communs, il y aura une mobilisation commune notamment contre l'allongement du service militaire, etc. Et donc là aussi, ça contribue au rapprochement entre la CGT et la SFIO. En termes d'effectifs maintenant, durant cette période, globalement, la CGT gagne en adhérents. Pas de manière régulière, il y a des moments où elle progresse fortement, des moments où elle connaît des reflux. Mais dans l'ensemble, la CGT s'étoffe, sans jamais arriver à un niveau de syndicalisme de masse comme en Allemagne ou en Angleterre, avec des millions d'adhérents, mais c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'adhérents au sein de la CGT, puisqu'entre 1902 et 1910, la CGT passe de 100 000 à 300 000 adhérents, ce qui en fait tout de même l'organisation la plus puissante du pays. Parmi les éléments aussi importants de cette période, on a en 1909 l'arrivée à sa tête de Léon Jouot, qui va diriger la CGT jusqu'à la scission de 1947 avec la création de Force ouvrière, qu'il va diriger ensuite, donc c'est vraiment une figure quand même majeure de l'histoire de la CGT, dirigeant pendant 38 ans, et ensuite dirigeant d'un autre syndicat. Donc c'est une personnalité de l'histoire syndicale française qui est très importante et qui du coup arrive à la tête de la CGT à ce moment-là. On a également la création d'organes de presse, notamment Vie ouvrière, créé la même année, qui n'est pas le seul journal que la CGT va avoir, mais qui est quand même assez important, et qui est une référence encore aujourd'hui, puisque un des journaux du coup actuels de la CGT s'appelle Nouvelle Vie ouvrière, et donc fait référence à cet organe de presse. Elle va également mener de nombreuses grèves durant la période, des grèves qui sont parfois assez dures et marquées elles aussi par une répression dure. Il y a des militants de la CGT qui sont arrêtés, condamnés, des cadres également. On voit que la répression se poursuit et il va falloir vraiment attendre 1914 et le ralliement de la CGT à l'Union sacrée pour que le gouvernement et le syndicat commencent plus à discuter et que l'option de la répression ne soit plus automatique, même si ça va se poursuivre par la suite, mais voilà, avec des nuances en fonction des organisations syndicales, mais ça on en parlera dans des prochaines vidéos. Donc voilà, c'est globalement terminé pour couvrir cette période un peu de transition entre les débuts de la CGT et la Première Guerre mondiale. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la CGT a réagi face à la Première Guerre mondiale, donc de son pacifisme qu'elle affirmait au ralliement à l'Union sacrée, en essayant de comprendre pourquoi,
comment la CGT s'est intégrée dans cette union sacrée, mais également les contestations qu'il y a eu en interne à la CGT vis-à-vis de cette nouvelle ligne, et ensuite comment cela a contribué, a été une des raisons conduisant à la scission, pas la seule, mais une des raisons conduisant à la scission entre la CGT et la CGTU. Et donc ça conclura la prochaine vidéo. Et ensuite, nous parlerons de ces différentes organisations syndicales jusqu'à la réunification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Vous pouvez également commenter pour dire ce que vous en avez pensé, apporter des compléments. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!